Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne est là, comme chaque jeudi sur Télé Grenoble, avec notre partenaire, le Dauphiné Libéré Ski Chrono, et son rédacteur en chef, Laurent Davier. Bonsoir. Bonsoir Lucille, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à toutes, on est tout guirés aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé de nous, de notre station de Villars-Corançon cette semaine dans la presse. Alors on a fait descendre 3 vertacomicoriens pour en parler. Didier Buck, Guillaume Ruel, Alexandre Frachet. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Didier Buck, figure du plateau, hein, on va dire ça comme ça. Ancien, parce qu'on n'aime pas dire ancien, vous êtes tout récemment retraité, mais vous avez beaucoup contribué au développement de cette station de Villard-de-Lans. Vous allez tout nous dire sur cette station. Guillaume Ruel, bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Corançon, mais également directeur général de la SEVLC, qui est chargé du développement et des relations publiques. C'était vous, avant Didier Buck, le directeur général. Et puis, alors, bienvenue dans votre nouveau rôle ici sur ce plateau. Les relations publiques, ça commence aussi par ça, sur Télé Grenoble. Et puis, freerider d'ailleurs, on va peut-être en reparler d'ailleurs tout à l'heure. Et quelques jours avant l'événement qui lance la saison de VTT dans la station Tout Vert ou Tout Blanc, le Vélo Vert Festival. L'un des organisateurs est avec nous, Alexandre Frachet. Bonsoir. Bonsoir. Allez, il nous faut le grand angle pour cadrer tout de suite celui qui arrive. Et la station star de toute la France et de toute l'Europe. Voilà, toutes les éditions ont titré cette semaine sur Villard-de-Lans. Alors tout de suite, Villard-de-Lans, Villard-de-Lans. Ouais, on peut dire les deux, on ne sera pas fâchés. C'est vrai. Ouais. Bah c'est dans le Vercors, voilà, c'est ça. D'accord, Laurent. Ouais, comme ça, il n'y a pas de... Bon, Villard-de-Lans, Corançon. Villard-de-Lans, Corançon. Bon, moi, j'ai toujours dit Villard-de-Lans, voilà. Donc, Villard-de-Lans, Corançon, notre station moyenne montagne à dimension humaine, familiale, dans ses gènes. Villard-de-Lans, donc désormais la station de Tony Parker, Tipeee, la star intersidérale du basket, qui reste un homme comme les autres, un papa qui a eu le coup de foudre en famille pour le Vercors, et Villars-Corançon qui a senti qu'il y avait un joli truc à faire. Et il s'est expliqué lundi matin devant la caméra, Lina Badreddine. Il n'a jamais skié, pourtant c'est une station de ski que rachète Tony Parker. Tout commence à l'été 2018, lorsque la star s'est rendue dans le Vercors. Une aventure humaine que lui ont proposé Ruben Joly, président du groupe Fédérali, et Guillaume Ruel, adjoint au maire de Corançon. Le basketteur a trouvé le projet cohérent avec ses ambitions. Par rapport à l'esprit sportif qu'il y a ici, je me suis dit que ça pourrait être sympa avec mon club de basket garçons, les filles, de faire toutes les préparations ici. Ça pourrait être un bon endroit pour venir en famille, parce qu'ici il y a vraiment un esprit familial. C'est une bonne taille et donc par rapport à ma famille, je me suis dit que ce serait un bon endroit pour revenir. À 89 et 91 ans, les frères Huillier ont décidé de revendre leur station, 125 km de piste pour un capital d'1 million d'euros. La fin d'un cycle, enfin d'un long cycle, plus de 50 ans, hein, Victor. Et on passe le flambeau, je pense que il sera bien, la flamme ne sera pas éteinte, au contraire. L'entreprise Infinity Mountain, appartenant à Tony Parker, rachète donc 76,9% du capital de la société d'équipement de Villars et de Corançon. 3 mots pour définir les sentiments qui s'entrechoquent dans mon esprit: émotion, fierté et confiance. Émotion parce que c'est une page historique qui se tourne, fierté, puisque passer le relais à quelqu'un comme Tony Parker qui marque le sport international, c'est que de la fierté pour nous tous. Et puis confiance, parce que c'est vrai que cette stature peut aussi interroger, interpeller. Moi j'ai confiance parce que pour avoir rencontré Tony Parker et son équipe, nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes ambitions. Pour la suite, la star du basket a de nombreux projets dont les secrets restent pour le moment bien gardés. En tout cas, l'objectif est de préserver l'esprit de cette station familiale. Alors on se demande tous, mais comment se fait-ce? Alors d'abord, on va rendre un petit peu à César Ruel et quelques confrères la première pierre du projet. C'est vous qui aviez eu cette petite idée avec l'un de vos amis restaurateurs, qui était restaurateur, Ouais, en fait. tout à fait.
Ouais. Seb, Ouais, avec Sébastien. Tout à fait, avec Alors, en fait, Sébastien qui n'a pas pu être sur notre plateau. Le projet, il est parti avant tout des mairies. Les mairies étaient demandeuses de lits chauds. Les lits chauds, c'est ce qu'on appelle des lits gérés. En fait, ce ne sont pas des résidences secondaires, c'est des lits qu'on essaie d'exploiter toute l'année. Et en fait, c'est parti donc la demande des mairies qui étaient demandeuses de ces projets-là pour satisfaire un petit peu l'économie du pays, essayer d'avoir un peu plus d'économie au sein des commerçants, donc des remontées mécaniques, mais pas que, aussi des boulangers, du boucher, du restaurateur du coin, pour tout le monde, quoi. Ça profite à tout le monde. Et en fait, on a fait appel on a rencontré Ruben Joly qui est le président du groupe Fédérali, qui sont des constructeurs. En fait, ils montent des projets immobiliers pour les promoteurs. Et en fait, cet homme-là, ça a matché tout de suite. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, exactement. Il est également partenaire de l'Asvel féminin. Et en fait, c'est lui qui a fait le lien entre tout ça. Et en fait, fil en aiguille, Didier nous a dit la station est à vendre. Et en fait, ça pourrait peut-être matcher. On pourrait peut-être arriver à trouver quelque chose. Pas très compliqué. Donc, voilà. Il nous fallait une tête d'affiche. Et je pense que là-dedans, on a trouvé, à mon sens, aujourd'hui, la perle rare, Tony Parker, quoi, le Français le plus apprécié chez les jeunes, ambassadeur des JO de Paris 2024. Quelqu'un d'intelligent qui a tête sur les épaules. C'est exactement ce qu'il nous fallait, avec une belle image. Et puis un nom qu'on sait prononcer dans toute la planète. Après. Et voilà. Et la mayonnaise a pris, et voilà. Vous êtes très, très fier, j'imagine, Didier Buck? Écoutez, pour nous, oui, c'est une belle réussite de confier maintenant l'exploitation du domaine skiable à une tête d'affiche comme Tony Parker. C'est un peu inespéré, hein. On ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face. Mais voilà, c'est né d'une histoire. À la base, moi j'ai rencontré Ruben Joly à la mairie de Corançon. Il y avait un projet immobilier. Je lui ai dit, écoute, Ruben, nous, on sera partenaire par un moyen ou par un autre, quoi qu'il arrive, puisqu'il était logique que le domaine skiable, espace et remontées mécaniques soient partenaires d'un projet immobilier. On en avait besoin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai dit à Ruben, écoute, nous, on veut bien être partenaire, mais au final, on serait plutôt vendeur de notre société aujourd'hui. Donc, voilà, je veux que tu le saches. Et puis... Ensuite, Ruben est revenu vers moi en me disant écoute, on a peut-être une stratégie d'acquisition qui pourrait, voilà, etc. Et de là est arrivé Tony Parker, qu'on a vu arriver un jour au mois de juillet, qui est venu visiter le Vercors. Voilà. Et de fil en aiguille, on en est arrivé là. Donc on n'est pas parti de la tête d'affiche qui a un vrai coup de cœur pour la station. Il y avait quand même des vrais projets de développement pour booster un petit peu votre dynamique. Et c'est plutôt parti dans ce sens-là, en fait. C'est vrai que quand Tony Parker est arrivé et qu'on a visité le domaine skiable ensemble, qu'on a visité Villars, etc., ça lui a plutôt plu d'emblée. Parce que... Même s'il ne skie pas, hein, c'est bien ce qu'il a dit. Oui, même s'il ne skie pas. C'est pas possible. Mais au mois de juillet, d'abord, on ne pouvait pas faire ski, mais le paysage lui a plu, l'approche du projet lui a plu, les gens aussi. Donc... ça a fait un tout. Et voilà, il s'est intéressé à ça. Après, voilà, il est revenu, etc. Une deuxième fois pour revoir. Voilà. Oui, Alexandre, c'est quelqu'un qui est impliqué, qui n'a pas inventé ça comme ça. Sur sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelqu'un qui est investi. Hein. C'est vrai que quand on regarde les investissements qu'il peut faire, que ce soit l'Asvel ou la SVLC, effectivement, il a l'air d'être très impliqué pour cette région, quoi. Et puis il y a un lien, il n'achète pas une station de, il n'achète pas qu'une station de ski, que des remontées mécaniques. Il y a un lien avec les sportifs de haut niveau. Et je crois que c'est ce qui a matché aussi dans sa tête. Il a vu que Lyon n'était pas si loin que ça de Villard-de-Lans. Oui, il sait que c'est un plateau où il y a des sportifs, il y a Martin Fourcade, Simon, on lui a présenté le projet The Camp qui correspond bien à ses valeurs. Donc c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que c'est réconfortant de se dire que quelqu'un comme Parker investi à Villars. On aurait pu croire qu'il aille dans une station avec un nom. Non, et lui, ça correspond tout à fait à son état d'esprit. Ça s'est vraiment senti dans la cérémonie qui était de signature entre les deux figures historiques, les Ferlulier qui étaient là, qui passaient un petit peu leur bébé. Lui qui était un peu en retrait, qui a pris la parole que très tardivement avec des mots très simples. Et finalement, c'est deux chocs de culture, mais c'était en osmose. Donc c'était
assez agréable à vivre de voir que ça se passe comme ça. D'autant plus qu'il a déclaré que c'était véritablement la jeunesse, il veut favoriser la jeunesse, donner de l'emploi et faire bouger un petit peu tout ça. Alors avant de comprendre un petit peu mieux ce projet, il faut aussi comprendre Villard-de-Lans-Corançon. Didier Buck, Villard-de-Lans-Corançon, c'est une station qui est historique, qui est familiale, qui est précurseur. Alors comment est-ce qu'on peut définir cette station de Villard-de-Lans ? Alors effectivement, précurseur dans beaucoup de domaines. Donc, on peut parler des remontées mécaniques, hein, avec dès 1951, la première télécabine 2 places, c'était les œufs. Hein, les œufs qui étaient de toutes les couleurs, rouge, jaune, bleu. Donc ça c'est 51 quand même, c'est pas rien à l'époque de Mancini. Hein, donc, ils sont restés longtemps en plus ces œufs. Oui. Après il y a eu la modernisation avec le premier télécabine 6 places en Europe. Voilà. Après, on a... Pardon ? Les enneigeurs. Les enneigeurs, en 82. Station, 82, une des premières stations en France à avoir des enneigeurs. Hein, donc, et ensuite, modernisation aussi des remontées mécaniques. Premier télésiège 6 places des crêtes en Europe, puisqu'il en existait un déjà qui était construit, mais il n'était pas opérationnel. C'était le télésiège de Lafay aux Deux-Alpes. Donc, et nous, le premier qui a été opérationnel, ouvert au public, c'était le télésiège des crêtes. Et après, un des premiers 10 places aussi télécabine, voilà, donc qu'on voit sur les images, voilà, structurant le domaine, l'été aussi pour les piétons, les VTT. Donc, on avait déjà l'idée d'aménager l'été pour les vélos. C'est facile de mettre un vélo dans une télécabine 10 places, hein, plus que dans un des œuf. de place, c'est plus compliqué. Voilà. Les enneigeurs, la billetterie main libre, etc. On a toujours essayé de se tenir un peu à la pointe parce qu'on en avait besoin pour attirer aussi nos clients skieurs l'hiver et l'été. Parce que l'été, il y a quand même beaucoup d'activités vélo, randonnée, parapente, etc. On a développé aussi les plans d'eau en altitude qu'on a paysagé. C'est pas une vulgaire bâche qu'on a mis au milieu de la nature, c'est un plan d'eau qui esthétiquement ressemble à quelque chose. Et on peut y pratiquer les activités de pêche, etc. Voilà. On a voulu faire les choses bien dans la montagne, quoi. Alors, ça, on ne peut pas nous l'enlever. On doit aussi beaucoup à ces deux garçons dont vous parlez avec presque beaucoup d'affection, on va dire, les deux frères huiliers, Victor et Daniel, qui sont deux figures du plateau, mais véritablement des personnes à qui l'on doit beaucoup. Ah ben oui, alors là, les frères Huillier... et les fameux cars Huillier. Déjà, donc le papa, Victor, était transporteur, donc il s'est engagé dans la résistance. La résistance, la guerre, etc. Donc effectivement, très engagé. Il s'est tué malheureusement dans un accident de voiture en 1961. Et les deux frères, Victor et Daniel, ont repris le flambeau familial, les affaires, etc. À la sortie de la guerre, ils avaient tout perdu. Et Victor a continué l'activité de transport sur Villars et le plateau, hein, alimenté, Grenoble, Pont-en-Royan, etc. Et Dany s'est plus installé sur Grenoble après, dans les années 70, je dirais. Et a continué à créer du transport, hein, une entreprise de transport très importante qui s'appelait Transport Boucher. Et puis ensuite, il est devenu concessionnaire automobile, enfin véhicule industriel en tous les cas, à Grenoble, avec Mercedes-Benz. Voilà. Et depuis, l'activité aussi de concessionnaire a beaucoup progressé, puisque maintenant il y a les voitures, les camions, toute la plaque Rhône-Alpes jusqu'à Sisteron, Gap, Manosque, la Savoie. Enfin, voilà. Et donc c'était donc à la fois des hommes d'affaires, mais aussi deux frères résolument précurseurs eux aussi. Victor a beaucoup créé dans la montagne, les pistes, la préparation des pistes. Ça a été un précurseur, parce que tout le monde venait voir comment ils faisaient les pistes à Villars, parce que on avait des pistes très, très compliquées. Il fallait 2 mètres de neige pour faire du ski, donc
Alors, donné. Voilà. on va, pardon de vous couper, parce que Oui. c'est vrai que Villard-de-Lans, c'est aussi ça. Donc, ces images que vous avez connues, puisque ça Ah vous oui, parle la un petit luge. peu. Oui, c'est la luge aussi. Donc, avec les Jeux Olympiques qui sont passés par là et qui ont véritablement donné un rayonnement donc à Villard-de-Lans. Les enneigeurs, on en avait parlé, bien sûr, avec Laurent. Bon, aujourd'hui, on appelle ça, oui, si, ce sont des enneigeurs, hein, mais Villard-de-Lans, précurseur aussi dans la neige de culture. Donc, on voit que c'est une station qui préserve à la fois vraiment ses valeurs de station village, donc familiale, village, et puis résolument tournée vers la modernité. Aujourd'hui, on se demande, ce projet, est-ce qu'il va concrètement changer des choses? Qu'est-ce que ça va apporter, en fait? Tony Parker, actionnaire majoritaire, qu'est-ce que ça va apporter concrètement, les projets? Je m'adresse au DG. Un peu de son neuf. C'est un esprit un peu plus jeune, bien évidemment. J'avais entendu dire des journalistes qui disaient non, même Dany a dit ils vont faire mieux, mais en fait aujourd'hui c'est pas le but de faire mieux, puis je crois qu'il faut garder pas mal d'humilité quand même dans ce projet-là. Faire mieux, j'aime pas bien ça. On va faire différemment, on va essayer de s'inscrire dans la continuité, parce que ce qu'ils ont fait, c'est déjà très très bien, c'est exceptionnel. Alors c'est quoi, J'espère du qu'on coup fera mieux, mais c'est quoi faire mieux et faire J'ai mis la différent? barre très haute, et un grand merci quand même à Victor et Dany d'avoir fait tout ça. Et ce qu'on aimerait, c'est se diversifier. Il y a quelques années, on entendait dire, moi j'étais jeune, on entendait dire sur les stations de moyenne montagne, la survie, le manque de neige, le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on va devenir? On ne savait pas trop. En fait, aujourd'hui, donc c'était plutôt avoir une épine dans le pied, un peu, d'être en station de moyenne montagne. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est vraiment un vrai atout. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas que du ski. On ne va pas proposer demain que du ski, surtout sur le plateau du Vercors. On a la chance d'avoir une vie, réellement une vraie vie là-haut. Et on peut proposer, et on a envie de proposer, en tout cas, l'activité du 4 saisons. On a la chance de pouvoir faire du ski, mais pas que. Et notamment la saison d'été aussi. On sait que ça, c'est vraiment un des pôles vraiment de développement. Un des pôles de développement, ça c'est vous. Alors voilà, c'est un petit clin d'œil, on peut y rester. Je sais pas, je crois que vous allez arriver par la gauche là, parce que oui, c'est un petit clin d'œil à vous. Vous n'êtes pas que directeur général, vous êtes aussi freerider. Hein? Alors, encore Futurex. Jeune retraité. Ça y est, c'est parti. C'est parti. On n'a que des retraités sur ce plateau. Retraité en Coupe du Monde. Ouais, je courrai plus en Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui avec ce projet-là, j'ai eu l'opportunité de participer à ce projet. Et il se concrétise, donc du coup, j'aurai plus le temps de courir. Raison aussi familiale, j'ai 3 petites filles, il faut quand même que je m'en occupe. Ah bah oui. J'ai plus le temps de beaucoup voyager, et puis je vais plus avoir le temps de beaucoup voyager. Donc voilà, c'est une page qui se tourne. Oui. Je vais continuer le freeride, je continuerai de porter les couleurs du Vercors dans le freeride, parce que j'ai envie de continuer à faire un peu de la vidéo et de montrer aux jeunes générations ce qu'est le freeride dans le Vercors. Faire aussi. Elles sont plutôt sympas, ces vidéos-là aussi. Hein. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Voilà, Villars, c'est ça, vu d'en haut. Et donc, l'été, en effet, c'est ouvert. Voilà, avec ces images qui le prouvent. Donc, vraiment, un développement sur l'été aussi. Tout à fait. S'appuyer sur ce qui existe. Aujourd'hui, on a sur Corançon, on a un golf 18 trous qui est juste magnifique. À Villard-de-Lans, une piscine à vagues, une patinoire, l'activité du tennis. Vous pouvez faire du canyoning, vous pouvez faire du parapente, de la montgolfière. On a vraiment plein d'activités, donc on va s'appuyer là-dessus dans un premier temps pour se développer, et puis après on va essayer d'inventer des choses. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment, les projets vont arriver, on vous les présentera dès cet automne. Il y a quand même un projet immobilier qui est alors, on a des projets immobiliers. Aujourd'hui, le PLUI étant en pleine révision. Ça, c'est à quelle échéance Automne 2019. Donc dès l'automne 2019, dès que le PLUI sera acté et purgé de tout recours, à ce moment-là, on pourra enclencher dépôt de permis pour faire des projets immobiliers. Attention, projet immobilier, on ne va pas bétonner le Vercors. Moi, je suis vraiment natif de Corançon. Je suis amoureux du plateau du Vercors, et Sébastien Giraud également. Donc un développement raisonné. Exactement, à l'échelle de nos villages. On va pas faire 10 000 lits, je vous rassure. Hein. Par contre, on va donner une petite bouffée d'oxygène à tous nos commerçants. Tous les acteurs économiques du plateau. Toutes les activités, il y a beaucoup de pastoralisme aussi tout autour de vous. C'est ça aussi qui fait Exactement. votre richesse. Donc, et puis de toute façon, on ne pourra pas pousser les murs. On a bientôt plus de place pour construire, on en est bien conscient. Et on va essayer de faire, en tout cas, on va faire des projets intelligents. D'accord. Sans aucun problème. Et assez vite, probablement. Nous, on est impatients, donc on va voir. Mais prenez le temps de bien faire. Et nous aussi, on a besoin d'aller un peu vite, mais tout à fait, vous avez raison, il faut que ce soit bien réfléchi.
Absolument. Alors, après justement la prolongation de la neige, eh bien, le vert gagne du terrain. En ce moment, cette semaine, enfin, et du tout-terrain d'ailleurs. La saison de VTT va pouvoir s'ouvrir avec un événement à suivre. Et cet événement, c'est le Vélo Vert Festival. C'est la 10e édition cette année. Vous êtes en plein dans votre préparation. Comment est-ce que ça s'annonce? Je crois qu'on attend beaucoup de monde sur le plateau du Vercors. On attend beaucoup de monde, mais ça s'annonce très bien. Le salon est sold out depuis plusieurs mois. Donc vraiment, il y aura tous les exposants du milieu, toutes les marques de vélo que vous connaissez. Et puis les épreuves se remplissent vraiment très bien. Malgré les dernières neiges, ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de souci. Bon, on va regarder tout de suite ce que c'est que le Vélo Vert Festival. Voilà, tout est là, à peu près, c'est vrai que ça donne envie. Donc c'est dans quelques semaines, non, dans quelques jours, 1er et 2 juin prochain, avec donc 45 000 visiteurs annoncés, 8 200 participants, 16 pistes de test, mais c'est des chiffres astronomiques. Oui, on est très content de ça. Alors aussi, c'est ce qui fait la force de l'événement, c'est d'être à Villars, parce que nous, on cherchait à organiser la grande fête du VTT qui réussira à rassembler tous les pratiquants. Donc, que ce soit le petit Andrézienne jusqu'au champion olympique comme Julien Absalon, c'était vraiment notre ambition. Et pour ça, il fallait un territoire accessible, donc proche de Grenoble, proche de Lyon, mais aussi accessible en termes de niveau et diversifié. Et donc, voilà, la chimie fonctionne. Et il y a les meilleurs mondiaux quand vous parlez de niveau. Il y a les meilleurs mondiaux. Cette année, on fête la 10e édition, donc à travers un pan sportif avec l'organisation d'une manche de Coupe du Monde de MTB Eliminator, avec nos 2 champions du monde français. Donc ça, c'est exceptionnel. Et puis aussi, d'un point de vue festif, où on veut faire aussi monter sur le plateau des gens qui viendront assister au concert du samedi soir, gratuit, au milieu du village. Donc voilà, on veut partager cette 10e édition avec tout le monde. Voilà, c'est pas seulement un événement qui s'adresse aux mordus du VTT aussi, c'est un événement qui est aussi grand public. C'est familial, c'est grand public. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire. 16 pistes. Alors là, ça parle justement à Ski Chrono. Qu'est-ce que c'est en fait des pistes de test? Ça veut dire qu'il y a autant de pistes que d'éléments à tester. En fait, vraiment le salon, on voulait que ce soit un grand centre de test. C'est-à-dire que demain, vous voulez tester le vélo de vos rêves ou tout simplement votre prochaine acquisition. Moi-même grand public. Vous-même grand public. Du vélo à assistance électrique, du vélo classique. Et bien là, vous aurez toutes les pistes nécessaires pour pratiquer dans de très bonnes conditions, à votre niveau. Et puis vous faire plaisir, tout simplement. Avec donc les meilleurs mondiaux, on avait Julien Absalon notamment l'an qui sera encore là. Il est encore là, oui. Voilà, avec toutes les têtes d'affiche qui sont là. Beaucoup d'épreuves quand même. Beaucoup d'épreuves, mais c'est tout simplement pour pouvoir réunir tout le monde, parce que on veut proposer des épreuves à la famille qui veut pratiquer avec ses enfants, mais aussi aux champions olympiques ou à des champions du monde, comme on les a cités précédemment. Donc c'est vrai que ça va être très sympa. Et puis dans les allées du salon, c'est toujours vraiment sympa. J'ai cette image de Julien Absalon qui croise une petite Andrézienne et ça fait des souvenirs extraordinaires. Voilà, ça suscite aussi des petites vocations. C'est un événement qui est hyper important pour le développement du plateau et son rayonnement. Oui, complètement, c'est sûr. Et pour tout le plateau, c'est vraiment important. Il y a un gros rayonnement, c'est une belle image. Et puis, encore une fois, c'est de la diversification. C'est une activité d'été, il faut continuer comme ça, il faut en faire plein d'autres. J'espère qu'on pourra en accueillir bien d'autres. Vous aviez cru tout de suite au bon sens de cette Ah oui, moi j'ai adhéré tout de suite. J'ai fait beaucoup de vélo parce que étant skieur l'été, on faisait beaucoup de vélo à l'époque, il fallait s'entraîner dur. Et j'étais dégoûté du vélo, moi. Dégoûté. Et depuis, je refais du vélo. Donc maintenant j'ai un vélo électrique. Oui, justement, c'est un VTT, et je me balade sur tout le plateau. Il y a plein d'endroits sympas que je redécouvre, que j'ai perdu complètement de vue parce que il faut y aller.
Mais en vélo électrique, je me régale. Et là, vous dites que vous avez bien fait d'être un des papas de ce festival. Voilà. Voilà. Absolument. On est d'accord. Allez, les 1er et 2 juin prochains, vous ne pouvez plus vous inscrire, mais vous pouvez aller applaudir tout ce beau monde et participer à la fête organisée à Villard-de-Lans. Un grand merci à tous d'être venus. Bonne chance à vous tous. Tony, si tu nous regardes, merci vraiment pour le Vercors d'avoir fait tout ça. Et on attend bien sûr la suite avec beaucoup d'impatience. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. L'extension d'Esprit Montagne où tout le monde se parle. Ici, on a des Vertes à Comicoriens, les habitants du plateau du Vercors pour cette émission spéciale Villard-de-Lans-Corançon, rachetée par Tony Parker, nouvel actionnaire majoritaire. Alors, on a beaucoup de choses à se dire, mais vraiment aussi cet événement qui lance la saison toute verte de Villard-Corançon, c'est ce Vélo Vert Festival. Donc, Didier Buck, Guillaume Ruel, c'est un festival que vous connaissez beaucoup. C'est vous qui êtes notamment à la manette, Alexandre Frachet. Alors, il faut savoir que c'est à la fois une course, une découverte, des essais, des tests, des salons, des visites, des concerts. Donc, c'est un festival. C'est un festival sportif, mais aussi festif. Et voilà, si vous avez un vélo, si vous voulez en tester de nouveau, venez en famille, entre amis. Il y aura vraiment, comme vous le disiez, une course, une randonnée, un parcours test qui vous conviendra. Alors, moi, Laurent Davier, rédacteur en chef de Ski Chrono, il y a un truc qui m'intrigue quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a des vélos électriques qu'on peut difficilement distinguer d'un VTT classique, par exemple. Aujourd'hui, les courses sont ouvertes, en fait, à la fois à l'électrique et au classique, au mécanique. Mais au-delà des courses, c'est la pratique qui évolue et qui permet au plus grand nombre, grâce au vélo électrique, de justement pouvoir venir en montagne sur un terrain accidenté sans souffrir le martyre. Donc c'est vraiment un plus et ça ouvre la cible, quoi. C'est vraiment, je trouve, c'est une belle progression. Ça me rappelle un peu pour le ski, les skis un peu plus larges qui permettent, les paraboliques, et qui permettent d'aller explorer des terrains qu'on ne pouvait pas techniquement si on était un peu limité. Donc voilà, donc c'est le progrès dans le bon sens du terme et dans toute sa largeur. Voilà. Alors, vous avez notamment un enduro électrique. En fait. On a un enduro électrique et puis voilà, l'événement, on a toujours voulu avec nos partenaires être pionniers sur le développement du vélo assistance électrique. L'an dernier, on a accueilli les premiers championnats de France de vélo assistance électrique qui étaient les premiers du genre au monde, qui ont donné par la suite au premier championnat du monde cette année. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous parce que comme on le disait précédemment, c'est toute une nouvelle cible de personnes qui pratiquent et puis ça permet de partager entre différentes générations. Donc c'est vraiment génial et c'est un marché ultra dynamique. Donc, et ça, il faut le faire savoir parce que j'imagine, Didier Buck, Guillaume Ruel, que si tout le monde devait skier juste en montant jusqu'au sommet des pistes, en faisant le canard avec ses skis, il y aurait beaucoup moins de monde sur les pistes. Donc voilà, tant qu'on ne peut pas encore remonter tous à bord de remontée mécanique avec son vélo, aujourd'hui, le vélo électrique, c'est ça justement l'avenir de nos montagnes. Ou pas. Je pense que c'est un vrai plus, oui, pour les vieux comme moi de faire du vélo électrique, oui, c'est bien. C'est un vrai plus, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, s'il n'y avait pas le vélo électrique, je ne ferais pas de vélo. Hein. C'est clair. C'est ça, c'est que le vélo électrique peut complètement démocratiser le VTT et nos pistes pour le plus grand public. Complètement, et puis ça ouvre des possibilités qui n'étaient pas faciles avant à un certain public. On parle aujourd'hui de faire du sport, et aujourd'hui il y a des gens qui ne faisaient pas de vélo avant, qui marchent très peu, qui se sont dit tiens pourquoi pas. Et en fait ça ouvre des possibilités. Avant, en vélo, quand vous faisiez 10 km chez nous, vous tiriez la langue. Aujourd'hui, avec un VAE, vous faites 30 km sans problème. Et ça, c'est formidable. Ça allonge la pratique. Tout à fait. Bien sur les trajets que sur l'âge des pratiquants. Donc c'est pas pour autant que vous ne faites pas d'efforts. Hein. Non, ça reste un vrai sport. Hein. C'est ça qui est super. On fait l'effort qu'on veut. On le choisit. Complètement. Il y a des difficultés qu'on peut absorber, qu'on ne pourrait pas absorber si on n'avait pas l'assistance électrique. Si on a un coup de pompe, ça peut aider à passer ce coup de pompe. Et voilà, donc c'est quand même un beau progrès. Et puis sortir au grand air et pédaler, c'est ça qui fait aussi beaucoup de bien. Les courses, c'est le 1er et le 2. 31 mai, 1er et 2 juin. Alors,
Alors, le 1er et 2, parce que votre teasing est bien marqué 1er et 2 juin, le salon ouvre déjà, enfin les salons et toutes les activités, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, et les remontées mécaniques dès le jeudi. Alors, les remontées mécaniques, comment ça se passe justement concrètement? Est-ce qu'on peut prendre la remontée mécanique avec son vélo et descendre seulement? Est-ce que tout le monde fait comme ça? Comment ça se passe? Alors, c'est un peu plus organisé que ça. C'est en fonction de quelle épreuve vous avez choisi et quelle passe vous avez, donc pour tester les vélos. Mais sur le jeudi, là, tout le monde pourra venir acheter son pass pour prendre les remontées mécaniques et se faire plaisir totalement en dehors de l'événement, quoi. Oui, tout à fait. N'hésitez pas, faut pas hésiter à venir, en tout cas à venir nous voir, puisque c'est ouvert à tout le public. Jeudi d'Ascension. Il y a de la compétition, mais si vous voulez venir vous promener en piéton, venir voir l'événement, il n'y a aucun problème, on vous accueillera, on vous fera monter aussi au restaurant d'altitude, Altitude 2000, pour venir déjeuner, boire un verre, il n'y a aucun problème. Alors, le jeudi de l'Ascension, ça ne va pas vous nuire, ça, justement, peut-être on voit que vous attendez quand même 45 000 spectateurs. On rappelle, 8 200 participants, 8 200 coureurs inscrits. C'est peut-être que certains, pour le pont, certains vont partir, ou on peut faire le pont chez vous, mais est-ce que vous allez souffrir de ça? On a eu cette crainte il y a longtemps à l'ouverture des inscriptions, mais là, vu comment ça se profile, vraiment aucune crainte de ce côté-là. A priori, les gens ont envie de pratiquer pendant ce week-end de l'Ascension. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. On revient aussi sur quelque chose qui a été assez révolutionnaire, on va dire, dans le monde de la montagne. Les enneigeurs, on disait ce côté résolument précurseur de Villard-de-Lans. Mais en quoi est-ce que les enneigeurs à Villard-de-Lans ont révolutionné vraiment cette pratique à l'époque de la neige de culture, qui n'était encore pas très répandue? Donc là, les premiers enneigeurs, c'était 1982. Donc Victor et Dany étaient partis visiter une station qui s'appelait Oron à l'époque. Et à Oron étaient testés des enneigeurs. Le climat d'Oron est un climat froid, en montagne, bien évidemment, mais très sec. Et ils faisaient de la neige, ils faisaient -1. Ils fabriquaient de la neige. Bon, ce n'est pas des quantités astronomiques. Et quand Victor et Dany sont rentrés, ils ont dit, mais attends, il faut qu'on s'en occupe. Et c'est de là que ça a démarré. Donc on a eu les premiers enneigeurs en 1982, qui étaient manuels, donc automatisés 10 ans après, semi-automatisés, on va dire, puisque les pilotages n'étaient encore pas informatisés comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, on va dire, aujourd'hui, les gens qui s'occupent de la neige, ils peuvent être chez eux et mettre en route le système ou l'arrêter. Ils sont informés de ce qui se passe, etc., en temps réel. Voilà. Par rapport justement à l'enneigement de culture, est-ce que vous pouvez rappeler le processus de fabrication, puisque vous êtes un spécialiste? Très simplement, il faut de l'eau et de l'air comprimé. Voilà, c'est de la nucléation. Ça, c'est de la nucléation. C'est une perche dans laquelle passe de l'air et de l'eau qui arrive sur un nucléateur qui, lui, projette dans l'air qui est froid, puisqu'on produit de la neige à -4 degrés aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle de la neige à des températures marginales. C'est -4 le minimum. Et puis, quand c'est projeté sous pression avec la nucléation, ça fait des billes. Ça fabrique des petites billes qui se gèlent en tombant. Et arrivé en bas, ça fait une petite bille. C'est la différence entre un flocon et la neige de culture. Un flocon, c'est un flocon, comme tout le monde le connaît. Et la neige de culture, en fait, c'est une bille. Donc de l'eau, toute petite. De l'eau et de l'air. Donc terminé. Alors, et du froid. Par rapport à ce débat sur la pollution, et là aujourd'hui, dans le Vercors, on dit que c'est de l'eau propre qui est rejetée, au final, qui s'écoule. On prend de l'eau dans les résurgences de Goule Blanche. Aujourd'hui, on pompe de l'eau, on remplit nos plans d'eau d'altitude pour fabriquer de la neige en gravitaire, justement pour avoir une très faible énergie consommée. On a juste besoin d'ouvrir une vanne puisqu'on descend de l'eau en gravitaire. Et à partir d'une certaine pression, les enneigeurs s'ouvrent. Donc voilà, il n'y a pas du... Et puis en plus de ça, dans le Vercors, on est un massif karstique. Quand la neige fond, elle retourne d'où elle vient, d'où on l'a pompée. Donc on est un peu les Shadocks, vous voyez, on pompe et on la rend et on repompe et on la rend, et etc. C'est un cercle. On va le dire. Et c'est pour les skieurs. Et oui, c'est pour l'économie, tout ça, c'est pour l'économie, c'est pour l'emploi, c'est pour faire vivre des gens sur le plateau, faire venir des gens qui profitent aussi de la montagne. C'est toute une économie de montagne qui se met en place un peu grâce à ça aussi. Il n'y a pas que ça non plus, mais ça en fait partie.
Et c'est une économie de montagne qui devrait bouger encore dans les semaines, les mois et les années à venir, Guillaume Ruel, avec ce projet qui est devenu une réalité, le rachat par Tony Parker. Donc, de la S, la société d'équipement Villard de Lancorançon. Voilà, c'est ça, la SEVLC. Merci beaucoup encore, messieurs. Et bonne chance et on se tient au courant, bien sûr, pour la suite. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci.